Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une introduction à RS 485. Le plan de la présentation, on va commencer par juste faire un survol rapidement là, sur le concept des couches parce que naturellement on va évoquer de plus en plus dans les vidéos les couches du modèle OSI, donc ça serait bien de comprendre de quoi on parle. Ensuite, on va regarder en bref le RS 85. On va voir les niveaux des signaux, la gestion des cas problématiques. On va voir que c'est une option là, qui n'est pas obligatoire dans le standard. On va voir les concepts de duplex et semi-duplex dans le lien RS 485. La longueur versus la vitesse de communication qu'on peut atteindre, ce qu'on appelle l'hystérésis du récepteur. Donc, une autre option intéressante qui n'est pas dans le standard, mais qui est recommandée, la terminaison des signaux, l'interconnexion des modules, le câblage. On va faire une comparaison rapide entre RS 422, 232 et 423 par rapport au 485. On va parler de l'obsolescence possible de la norme. Bien, on va voir que c'est peut-être pas le cas. Puis finalement, ça, on va terminer avec une démonstration avec un capteur de mouvement qui fonctionne avec le ATmega 168. Donc, on va communiquer avec ce petit module-là qui est monté avec un RS485 et on va échanger des informations vers notre Arduino Micro comme d'habitude. Alors, sans plus tarder, on commence. Le modèle de référence OSI. Donc, souvent, en communication, on va référer à ce modèle-là. C'est plus un cadre de travail que vraiment une référence formelle, mais on va souvent s'y référer pour essayer d'expliquer qui fait quoi exactement dans soit notre protocole, soit la norme qu'on utilise. Donc, par rapport ici, on peut voir, il y a cette couche dans le modèle de référence qui commence, physique, liaison des données, réseau, transport, session, présentation, application. Puis chacune de ces couches-là ont une responsabilité différente. Donc, par rapport à la couche 1, ça va décrire les moyens d'activer, maintenir, désactiver les connexions physiques. Donc là, c'est comment il va faire la représentation des bits, là, comment il va faire des 1 des 0, mais de façon physique. Ensuite, il y a la liaison des données qui va décrire les méthodes d'échange des blocs de données sur un support commun. Par exemple, la gestion du partage du lien, l'horloge, les sommations. Donc là, ici, on va être au niveau des trames de communication, ce qu'on appelle le niveau 2. En réseautique, ça serait l'équivalent de l'adressage au niveau des MAC address. Et donc, c'est vraiment un premier niveau d'adressage. Ensuite, on a la couche réseau. Donc, lui qui va fournir des services qui vont permettre d'échanger des données individuelles sur le réseau. Bon, là, c'est adressage et routage des messages, ce qu'on va appeler des paquets, souvent rendus à ce niveau-là. Et puis là, ben, c'est quand justement on a plusieurs équipements, puis à traverser peut-être des blocs d'équipements. Donc, le réseautage, là, les adressages IP, entre autres, qui vont nous permettre de changer de réseau, d'aller d'un réseau à un autre. Ensuite, on a la couche 4, transport, qui va définir les services permettant de segmenter, transférer et réassembler les données pour les communications individuelles. Donc ici, gestion des erreurs bout en bout, les segments. Donc là, c'est juste une couche au-dessus. Bon, dépendamment, si vous avez déjà utilisé les réseaux, vous avez peut-être déjà entendu TCP puis UDP. Donc TCP, c'est un qui justement va gérer beaucoup les erreurs. UDP, c'est son pendant un petit peu plus vilain qui va lancer les informations sans jamais les vérifier. Donc, c'est une façon d'utiliser le lien de communication à un niveau supérieur, juste avant de tomber dans les applications. Bon, les couches 7, 6 et 5, souvent sont plus liées à l'application logicielle elle-même que, au fond, à tout ce qui est vraiment au niveau des protocoles de communication comme tel. Bon, ici, session permet la représentation commune des données transférées entre les services de la couche application. Bon, gestion des permissions, l'authentification, récupération de la session des données, par exemple, quand on va sur un site et qu'on y retourne, ça serait un exemple. La présentation des données, ben là, c'est la représentation commune des données transférées dépendamment, donc compression puis chiffrement des données. Donc, est-ce que j'écoute un regard d'une image en JPEG, par exemple? Donc, ça, c'est la représentation des données, si vous voulez. Et finalement, l'application qui, elle, c'est vraiment les protocoles au niveau supérieur, de processus à processus. Donc, par exemple, ben, je me connecte à une liaison FTP à partir d'un client FTP, donc un serveur FTP à un client FTP. Donc, c'est donné au niveau des interfaces usagées. Donc, c'est vraiment les données de haut niveau.
Bon, dans les trois cas, c'est des données, mais dépendamment de comment c'est segmenté, là, on les appelle données toutes les trois. Puis ici, ben, comme vous voyez, là, en réseautique, on va appeler segment, paquet, trame et bit, dépendamment du niveau auquel on se trouve. Bon, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à la couche physique. Bon, c'est pas trop compliqué, on reste très bas. Donc, le RS485, en bref, d'abord, RS485, c'est une norme. RS485, c'est son petit nom, parce qu'en réalité, le nom de la norme, c'est TIA EIA 485. C'est publié par TIA EIA TIA pour Telecommunication Industry Association, puis EIA pour Electronics Industry Alliance. Donc, le nom formel, c'est TIA EIA 485, mais tout le monde dit RS 485. Bon, cette norme-là va définir les caractéristiques de la couche physique. Et là, on sait la couche physique, c'est au niveau de la représentation des bits. Donc, ce que ça va inclure, les niveaux électriques, les impédances d'entrée, bien naturellement au niveau de la réception aussi, puis la sensibilité à l'entrée au niveau du récepteur. Donc, c'est jusqu'à quel niveau il est capable d'interpréter les données. Une chose qu'elle ne va pas dire dans la norme RS 485, c'est le câblage spécifique à utiliser. Naturellement, si vous n'avez pas écouté la vidéo sur l'intégrité des signaux sur les lignes de transmission, je vous recommande fortement d'aller la voir. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Dans celle-là, on explique comment justement le câblage est important, l'impédance du câblage, en plus de la terminaison qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo-ci, entre autres. Donc, le câblage à utiliser, ce n'est pas défini par la norme RS485, même si fortement on sait, si on a écouté la vidéo précédente, qu'il faudra utiliser un câblage qui présente une impédance semblable à la résistance de terminaison qu'on va utiliser. Ça ne définit pas non plus les types de connecteurs à utiliser, donc on peut utiliser toutes sortes de connecteurs, on va le voir. Ça ne spécifie pas non plus le protocole des données à utiliser. Donc, c'est vraiment juste la couche là, vraiment au niveau des bits, là, des signaux électriques. Donc, au niveau des protocoles, ça, c'est d'autres choses. Plus tard, dans une vidéo future, on verra justement des protocoles de communication qu'on pourra utiliser avec le RS485. D'ailleurs, nous, la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va être sur Modbus. Bon, dépendamment des sources, encore une fois, sur Internet, il y a des choses qui sont dites, puis c'est plus ou moins clair. Non seulement, c'est tout le temps intéressant de se rapporter à la norme. Bon, j'ai pas vu de grosses faussetés, j'ai juste vu peut-être des fois un peu d'imprécision. Par rapport aux sources qui affirment que RS485 supporte 32 modules, ben, c'est pas tout à fait juste. Dans le sens où, oui, si on fait l'équation, on peut retrouver que c'est 32 modules, mais en réalité, ce que RS485 va spécifier, c'est pas directement ce nombre-là. Il va donner plutôt, par exemple, la limite inférieure de la résistance de la charge sur le bus, la charge résistive que chaque module peut présenter sur le bus, donc ce que chacun des modules qu'on va ajouter sur le bus de communication peut présenter comme charge maximum. Puis finalement, la valeur minimum de courant qu'un transmetteur doit fournir, sachant qu'on a tout le temps une résistance approximative de 12 kΩ ou plus pour nos charges, parce que naturellement, plus grande, c'est pas trop grave, plus basse, ça serait problématique. Donc, c'est tout le temps plus grand que 12K. Mais ça, on part de ce 12K-là, plus les courants minimums qu'on doit fournir. Éventuellement, on est capable de déterminer que c'est 32 modules, le minimum qu'on doit être capable de supporter. Ce qui arrive, c'est qu'aussi, on a beaucoup de modules qui vont présenter une fraction seulement de la charge du 12K en réalité qui est spécifiée par la norme. Ce qui fait en sorte qu'on va retrouver des modules là, qui vont représenter 1/8 par exemple de ce 12K-là. Naturellement, l'implication que ça a, c'est qu'on va être capable de mettre beaucoup plus de modules parce que le protocole n'est pas spécifié par rapport à RS485. Donc, en théorie, on n'a pas vraiment de limite. On va avoir une limite physique, naturellement, comme on disait, quand on va éventuellement revenir à notre charge qui correspond à la limite là, par rapport à notre courant qu'on peut transmettre là, dans tout ça. Bon, par exemple, si on va voir le SN65 HVD12, il y a des versions là, qui sont, comme on disait, 1/8 de la charge, ce qui veut dire qu'on va avoir 8 fois plus de modules possibles, ce qui veut dire 256 modules théoriquement qu'on pourrait mettre sur un bus RS485. Ça devient très intéressant là, si on veut mettre vraiment beaucoup de modules. RS485 va utiliser une liaison différentielle. Je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui des avantages de la liaison différentielle. On va parler un peu de son fonctionnement. Si vous voulez voir les avantages au niveau électromagnétique et tout ça, il y a quand même dans la vidéo sur l'immunité au bruit, là,
sur les lignes de transmission. Je vais mettre le lien en bas. Vous allez avoir le détail par rapport aux communications différentielles. C'est quoi l'avantage d'utiliser ça? On va faire ça un petit peu plus en résumé ici. RS485, on sait que ça augmente considérablement l'immunité au bruit. Ça permet d'atteindre des distances beaucoup plus grandes qu'un lien qui ne serait pas différentiel pour l'équivalent de la technologie. Donc, dans ce cas-ci, on peut atteindre jusqu'à 1 km de distance entre nos divers modules. Bon, jusqu'à présent, on avait vu des liens de communication, le SPI, 2C, USB, c'est tous des trucs qui sont locaux, là, qui vont être à proximité, là, sur notre bureau, dans le boîtier. Donc, vraiment pas sur des grandes distances. RS485, ben, ça va permettre d'atteindre, comme on le voit, là, des distances quand même assez longues, là, jusqu'à 1 km de distance. Bon, le fonctionnement du RS485, ici, on a des signaux, on va tout le temps les appeler A puis B. Par exemple, si on a le signal A pour générer un 0, puis on voit le B sur le temps son inverse, on se rappelle à l'extrémité, ce qui est interprété, c'est la différence entre A et B, donc VA moins VB, qui, eux, vont nous permettre de récupérer les signaux. Donc, dans ce cas-ci, 1, 0, 1, 0. Donc, par rapport aux spécifications, si on regarde au niveau de l'entrée différentielle, là, la tension VID qui est égale à VA moins VB, la sortie va être 1 à partir du moment où la tension qui est récupérée va être plus grande que VIT+. 0 si on a plus petit ou égal à VIT-. Puis si on est compris entre les deux, bon, on est dans la zone indéterminée encore une fois. Bon, ici, on peut voir le symbole avec un écart entre les deux. Ça suppose qu'on a un hystérésis à l'entrée. Donc, ce qui veut dire que les variations entre les deux doivent être d'un minimum pour éviter justement qu'on se mette à osciller lorsqu'on arrive dans les zones où on se rencontre ici. Donc, on va revenir à ça plus tard. Mais ça, ce n'est pas obligatoire à la norme. Il faut savoir que c'est optionnel. Bon, au niveau de la norme va dire que VIT+ doit être plus petit ou égal à 200 mV, puis VIT- plus grand ou égal à 200 mV. Bref, à la réception, on doit faire la distinction des signaux qui sont de 200 mV et plus. Au niveau des transmetteurs, donc les transmetteurs qui vont être conformes à RS485 doivent être capables de générer au moins 1,5 V aux bornes d'une charge de 54 ohms. Bon, les receveurs qui vont être conformes doivent être capables de détecter des signaux différentiels de 200 mV et plus, donc comme on a vu dans la slide précédente. Ici, c'est une façon illustrée, donc la différence de tension entre les deux au niveau des signaux générés doivent être au moins différents de 1,5 volts dans les deux sens. Puis à la réception, naturellement, ça peut avoir été atténué, comme on a vu déjà, à 1 km de distance, ça fait pas mal de cuivre. Donc là, on doit être capable de détecter des variations d'au moins 200 mV, parce que ça serait comme la pire atténuation qu'on devrait avoir. Il y a certains récepteurs qui sont capables de gérer des situations en bas de 200 mV qui vont nous permettre, entre autres, de gérer certains problèmes communs au niveau des liaisons. Premier type de problème qu'on pourrait avoir, c'est le court-circuit. Hein? Donc, les deux fils qui seraient court-circuités à quelque part, quelqu'un a taqué à travers notre fil, par exemple, sur le lien de communication. Bien, naturellement, au bout, ce qu'on va obtenir, c'est un VID de 0 V. Puis, par sécurité, on va avoir une sortie à 1. On se rappelle, au niveau de la sortie ici, c'est une communication de type UART, le signal qui est récupéré à la fin. Donc, ce qu'on aurait, le type O, c'est le type inactif. Là. En circuit ouvert, ben, c'est la même chose. Donc, ici, si le circuit est ouvert, ça ferait en sorte que la différence observée sera encore de 0 V, ce qui veut dire qu'on générait un 1 à la sortie. Puis finalement, si on n'a aucun signal, par exemple, le transmetteur est en flottant, ben, on aura encore 0 V. C'est l'équivalent d'avoir rien de connecté, en fait. Donc, la sortie serait à 1. Il faut savoir que ça, ce n'est pas obligatoire dans la norme, donc c'est suggéré parce que ça implique naturellement d'être capable de faire des détections inférieures ou égales à 0 V. Alors que la norme, elle demande de détecter 200 mV et plus. Semi-duplex, puis duplex. Bon, d'abord, dans l'image qu'on a ici en ce moment, le lien de communication serait semi-duplex. Pourquoi semi-duplex? Ben parce que le signal qui est transmis, c'est un seul signal. Donc, on envoie l'inverse sur l'autre paire. Donc, on n'a qu'une information qui est capable d'être propagée. Naturellement, un module qui parle, tous les autres écoutent et vice-versa. Donc, il y a un partage du lien qui est fait dans ce type de liaison-là.
On pourrait aussi avoir l'équivalent, mais en semi-duplex. Dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est par exemple un lien qui dit, OK, ben ça, par exemple, c'est le transmetteur. Ici, je suis relié sur mon transmetteur et tous les récepteurs sont connectés sur ce lien-là. Et je fais un deuxième lien de communication sur lequel je suis le récepteur et tous les autres transmetteurs sont connectés sur ce lien-là. Donc, j'ai un maître et des esclaves en duplex. Bon, là, ça évite d'avoir toute la gestion du lien, le partage du lien, euh, mais ça implique d'avoir naturellement 2 fois plus de filage. Si on regarde la vitesse de communication en fonction de la longueur de notre conducteur, on peut voir ici, là, bon, le maximum qu'on est capable théoriquement d'obtenir, c'est 1200 mètres. Là, ça fait beaucoup de mètres. Donc, si on regarde à cette distance-là, on serait capable d'aller juste un peu en bas de 100 kilobits par seconde. Si on veut aller jusqu'au maximum de la norme, donc dépendamment des spécifications qui sont données, pour être compatible, pour être conforme à RS485, il faut être au moins capable de supporter 10 mégabits par seconde sur une liaison de 10 mètres. C'est ça que ça dit. Ça ne m'empêche pas d'en faire un qui soit capable d'aller à 30 mégabits par seconde. Puis si tout le monde sur mon lien est de la même technologie, mais on serait capable probablement d'utiliser le 30 mégabits par seconde. Donc, c'est le minimum que spécifie la norme, si on veut. Donc, si on regarde ici, pour le 10 mégabits par seconde, ça sera un lien maximum de 10 mètres qu'on devrait avoir, puis 100 kilobits par seconde. Par exemple, ici, on peut aller jusqu'à 1 km. Pour le 1 mégabit par seconde, qu'on utilise par exemple avec notre Arduino Micro, qu'on est habitué d'utiliser, bien, ici, on peut voir là, pour 1 mégabit par seconde, on pourrait faire une liaison jusqu'à 100 mètres, ce qui est quand même une très bonne distance. Bon, dépendamment du type d'installation, il faudra naturellement penser à utiliser la bonne vitesse de communication. Je vous ai parlé de l'hystérésis au niveau du récepteur, là, ce qu'on appelle des fois le Schmitt trigger. Donc ici, encore une fois, c'est facultatif mais recommandé. Donc si on regarde le signal à la réception, on le sait, le signal, il est différentiel, ça ne le rend pas exempt de l'influence du bruit. C'est juste qu'il le soustrait le bruit à la réception, donc ça réduit un peu son effet. Mais si on regarde ici, il y a un croisement pendant lequel, à un certain moment, le signal bleu devient inférieur au signal rouge et revient supérieur, revient inférieur. Donc ici, le croisement, là, il y a une espèce de double pulse qui va être perçu. Bon, au niveau de la sortie du récepteur sans hystérésis, sans cette demande de variation minimum-là, ben, on aurait une impulsion qui serait fausse, hein, parce qu'ici, en réalité, c'est ce signal-là qui passe vers le signal bas, puis lui qui monte. Donc, on a vraiment un passage de 0 à 1 au niveau du signal différentiel. Si on a une hystérésis, ben, on peut voir que l'impulsion va être éliminée. On peut voir une deuxième chose ici, c'est qu'il y a un léger décalage sur le signal reçu, une petite latence supplémentaire, parce que la différence doit atteindre un certain minimum. Donc la différence entre le signal rouge et bleu doit atteindre ce seuil-là avant de faire un changement dans un sens ou dans l'autre. Bon, ça évite justement, là, comme ici, qu'on ait pulse-pulse, deux fois des différences qui sont détectées, ce qui peut détecter un 1, puis hop, non, je suis un 0, ah non, je suis un 1. OK, donc, ces faux pulses-là, pour les éviter, en différentiel, on va utiliser les entrées Schmitt-Trigger ou c'est vraiment spécifié quand même bien là, avec l'hystérésis du récepteur. Bon, l'idée, c'est que si on n'avait pas ça, ben, les changements se feraient vraiment avec une différence de 0. Donc, à partir du moment où on aurait un croisement, le changement d'état aurait lieu, en théorie. Alors qu'ici, ça dit, ben non, ben, je dois avoir un minimum pour faire le passage vers le haut dans un sens et l'inverse de cette différence-là vers le bas. Donc, cet écart-là entre les deux, on va reconnaître le symbole maintenant, là, c'est ce qui illustre le Schmitt-Trigger, les systèmes avec un hystérésis au niveau de la détection des niveaux. Si vous êtes demandé d'où ça venait ce symbole-là, maintenant vous le savez. Au niveau de la terminaison des liaisons, RS485 doit être terminé correctement aux deux extrémités pour réduire les réflexions dans les lignes de transmission. Bon, il faut savoir si c'était comme, par exemple, tantôt sur la démonstration, c'est sur mon bureau, c'est des très courtes distances, on n'aurait pas besoin des résistances. D'ailleurs, on va les enlever dans la démonstration, puis on va voir l'effet que ça a. C'est pas nécessaire, naturellement. Ça va augmenter un peu les impulsions, ça va créer des mini-réflexions, mais les distances sont tellement courtes que la stabilisation se fait extrêmement rapidement, donc ça ne génère pas vraiment de problème. Si on avait une certaine distance, là, ça commencerait à être un problème. De plus, on va essayer d'avoir un câble qui représente une impédance de 120 ohms pour combler, pour s'harmoniser avec nos résistances de terminaison de 120 ohms aussi.
Dans certains environnements qui sont plus bruyants, ça peut être bénéfique d'utiliser 2 fois des sous-atomes avec une 220 picofarad entre les deux au ground afin de former ce qu'on appelle un filtre bas, passe bas. Donc là, ici, les résistances doivent être idéales rendues là parce qu'ici, on pourrait, en considérant qu'il va y avoir des variations dans l'impédance de notre câble, 120, ça pourrait être quand même une résistance de 5%, 10%, ça ne serait pas très grave. D'ailleurs, dans l'exemple que je vais faire, on va prendre des 110, une 110 parce que j'avais juste deux 220 chez nous. Donc, je fais une démonstration avec une 110 ohms, ça va quand même très bien fonctionner. Bref, cependant, quand on va faire le filtre, là, ça va être important, par exemple, d'utiliser des valeurs de 1% ou inférieures parce que ben là, si on débalance le différentiel avec notre liaison de filtre passe-bas à l'autre bout, ben là, on va comme en débalançant le différentiel, naturellement, on va injecter l'équivalent du bruit différentiel dans notre système. Donc ici, vous avez une illustration des deux concepts, la résistance de terminaison bout à bout avec des 120 ohms. Et ici, des 60 ohms avec, dans le centre, des 220 picofarad. Bon, il y a plein d'autres idées de terminaison super intéressantes. Dans la présentation, vous avez différentes sources ici là, qui sont citées, Novus 485, 422, concept de base. Dans celui-là, entre autres, il y en évoque. Il y a un autre document que je vais vous référer qui est aussi intéressant, peut-être à aller consulter si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les informations sur le RS 485. Ici, je vais garder ça comme une introduction. Donc, si on regarde, une des premières configurations qu'on va rencontrer, c'est le point à point. Bon, c'est pas parce qu'on utilise le RS485 qu'on est tout obligé d'utiliser du multipoint. On peut utiliser juste point à point si ça nous tente. Dans ce cas-ci, ça, c'est un exemple parce qu'on tire quand même profit du différentiel au niveau de la communication. L'autre document que je vous disais qui est intéressant, ici, TIA Telecommunication System Bulletin Application Guideline pour TIA EIA 485A. Ce document-là donne vraiment beaucoup d'informations sur le RS485, très détaillé. Vous pourrez aller consulter pour avoir des informations plus avancées. Donc ça, c'est une des premières types de liaisons qu'on va rencontrer. Puis c'est d'ailleurs celle qu'on va avoir aujourd'hui parce qu'on va faire vraiment juste un capteur à notre Arduino Micro. L'autre type de configuration qu'on va rencontrer, bien, on va avoir notre lien de communication, puis sur ce lien de communication-là, avec des boîtes de jonction, vont venir s'accrocher d'autres modules. D'où l'importance quand on parlait des réflexions tout le long d'une ligne de transmission, s'il y a des réflexions rendues au bout, bien, naturellement, tous les modules ici sont affectés à un différent moment. Donc, ça complique énormément la gestion du partage du lien et ainsi de suite. Et ça ralentit beaucoup aussi l'utilisation du bus parce qu'il faut attendre les réflexions avant de recevoir les prochains signaux, de transmettre les prochains signaux. Bref, la meilleure façon, c'est de bien terminer nos signaux, nos connexions. Donc ça, c'est une autre méthode, comme je disais, là, avec des boîtes de jonction qui permettent d'aller s'accrocher dessus. Bon, ce n'est pas celle qu'on rencontre le plus souvent. Celle qu'on rencontre le plus souvent, c'est la configuration que j'appelle générale, là, qui est la meilleure configuration, soit dit en passant, qui est en daisy chain, qui est en type chaîné. Ici, ce qu'on fait, c'est que c'est un module, la liaison s'en va vers un autre module, puis au connecteur s'en va un autre, vers un autre, et ainsi de suite. Donc, ils sont en chaîne comme ça, les uns dans les autres. Bon, je dis que c'est la meilleure configuration, puis la configuration générale, la raison, c'est que ça permet d'avoir ce qu'on appelle la plus petite distance par rapport au L-stub, donc la distance entre le bus principal et la connexion qu'on fait. Bon, étant donné qu'on rentre le bus sur la plaquette en faisant ça, ça fait en sorte que la distance, L-stub, ici devient minimale. Tandis que sur une boîte de jonction, ben là, on va avoir un problème parce que le signal se sépare. Donc, en se séparant, il y a des mini réflexions qui vont être causées. Il y a des distances minimum à respecter. Dans celle-ci, c'est jamais un problème parce que ça rentre sur le panneau. C'est jamais absolument une distance très grande à l'intérieur du boîtier. Donc, absolument, on est tout le temps dans les normes par rapport à ça. Alors que si on utilise une boîte de jonction, ben là, on a un autre lien de transmission, puis là, on pourrait avoir des problèmes qui commencent à apparaître. Justement, les interconnexions des modules, je vous disais, une des choses qu'on voit le plus couramment, c'est justement celui en daisy chain.
Puis ici, on voit justement la connexion. On a un connecteur d'entrée. Ici, comme on disait, les connecteurs ne sont pas spécifiés par RS485. Dans ce cas-ci, c'est du RJ45 qui est utilisé. Donc, on fait attention là, pour rentrer notre réseau là-dedans. On risque d'être surpris. Ça risque pas de fonctionner comme on pense. Donc, on rentre, puis on part vers le prochain module avec un autre fil. Ici, on a un exemple, cette fois-ci avec des connecteurs à vis. Bon, on a 4 fils. Probablement que l'alimentation est transmise parce que vu qu'il n'y a pas de liaison pour le ground comme tel, ça m'étonnerait que ça soit un bidirectionnel dans ce cas-ci. Donc, dans ce cas-ci, on pourrait avoir du bidirectionnel parce qu'on a 4 paires. Donc, on pourrait alimenter, on pourrait passer la mise à la terre là, commune entre les deux et ainsi de suite. Ici, vous avez un exemple qui est tiré de mon projet de maîtrise dans lequel on avait justement des liens RS485. On peut les voir là. Bon, ici, il y avait l'alimentation et un lien RS485. Le dernier ici, il n'y a pas de connexion de connecteur et aussi il y avait la résistance de 120 ohms qui était présente. Même chose de l'autre côté ici. Puis les deux liens de câblage s'en vont plus bas vers le module central qui était le maître dans ce cas-ci. Et bon, qui lui n'avait pas de résistance de terminaison parce qu'il était présent sur bout à bout sur le lien de la façon qui est illustrée ici. Bref, trois façons différentes de faire les connecteurs, hein. Connecteur RJ45, connecteur boîtier à vis, connecteur GST dans ce cas-ci qui connecte. Bon, les topologies qui sont à éviter, puis habituellement complètement exclues, en RS85, on a l'étoile étendue, puis la boucle qui ne permettent pas en fait de faire un bon lien de communication balancé comme on a besoin avec le RS485. Comme on a dit, au niveau du câblage, RS485, il ne va pas spécifier le type de câblage à utiliser, donc le type de câble n'est pas spécifié. Normalement, les liens vont utiliser du UTP avec une impédance de 120 ohms sur du 22 ou 24 AWG. Bon, sensiblement ce qu'on rencontre là, dans les câbles de réseautique. Si on a un exemple, par exemple, on a 4 paires à travers un conducteur, un peu comme celui qu'on va retrouver le UTP sur les liens de communication réseau, pour lequel on va avoir chacune des paires qui sont identifiées avec un code de couleur couplé. Qui nous permet d'identifier chacune des liaisons. On pourrait avoir sur une de ces paires-là de l'alimentation qui serait transportée. Sur les autres, ben, des liaisons RS485 différentes. Par exemple, pour avoir du full duplex dans un cas ou du semi-duplex dans l'autre. Bon, naturellement, je m'en garde de ne pas utiliser des conducteurs, de ne pas laisser des conducteurs libres à l'intérieur de ces câbles-là. Donc, si pour une raison d'économie, vous décidez d'utiliser du câble UTP de réseau là, qui est proche quand même du 120 ohms, n'oubliez pas de mettre à la terre les signaux qui ne sont pas utilisés parce que sinon, ça devient des antennes qui parcourent l'ensemble de votre câblage, ce qui serait vraiment très nuisible. Donc, on évite de faire ça. Ce qu'on doit faire dans ce cas-là, comme on dit, c'est les amener à un potentiel connu, comme la masse, aux deux bouts pour s'assurer de réduire les effets négatifs. Bon, l'idéal, c'est probablement d'utiliser le nombre de paires qu'on a vraiment besoin dans le câble. Bon, l'avantage de ce câble, c'est ce qui permet de relier deux liaisons RS485 et d'avoir du duplex intégral en plus d'avoir deux paires pour transporter l'alimentation. Par exemple, dans ce cas-ci, comme est illustré, on pourrait utiliser une pour transporter le plus, l'autre le moins, ou une combinaison deux fois des deux, ce qui serait probablement préférable, comme on a déjà discuté au niveau des inductances perçues, de faire un plus, moins, transporter deux fois nos alimentations. Là-dessus, ça serait probablement idéal. En plus, comme je viens de vous dire, ça ne les laisserait pas flottants. Il y a aussi des versions avec une ou deux paires qui existent pour les liaisons semi-duplex. C'est une approche qui est plus économique, forcément, il y a moins de cuivre, mais elle demande un protocole de communication plus complexe, là, le semi-duplex. Entre autres, là, on va voir, le Modbus permet de faire cette gestion-là quand même assez facilement. Ça réduit aussi la bande passante parce que naturellement, la mécanique autour du partage du bus de communication, ben, ça réduit le nombre de données qu'on peut transmettre parce qu'on doit attendre, on doit échanger des informations, souvent rajouter. Il y a une surcharge qui va être due au protocole pour partager le lien de communication, puis ça, ben, ça va affecter notre débit utile en bout de ligne. Donc, tout ça pris en considération, souvent on va opter pour du full duplex. Nous, on va voir vraiment le cas le plus compliqué où on va avoir un seul lien de communication. Donc, on va être en semi-duplex. Ici, vous avez justement un exemple de câblage pour lequel il y a une seule paire torsadée et en plus, ben, la masse qui est propagée par le blindage qui est ici.
Donc, dans cet exemple-là, c'est le 3105A de Belden, qui est une paire torsadée de 22 AWG qui présente une impédance de 120 ohms, qui est idéal, comme on avait dit. Bon, ici, vous avez les autres caractéristiques par rapport à la capacitance par pied, la résistance par pied, puis la vitesse de propagation là, qui est donnée aussi dans la feuille de spécification de Belden. D'autres considérations qui sont à prendre, le code du bâtiment, les méthodes de mise à la terre, comme je disais, qui sont souvent spécifiées aussi dans le code du bâtiment. Donc, c'est très important de se référer à ça, naturellement d'engager probablement un spécialiste du câblage si on a à faire une installation commerciale surtout. Les fabricants à consulter, donc Belden Wire et Cable Company, donc celui que j'ai utilisé pour déterminer ce câble-là. Mais sinon, je vous en ai mis 3 autres ici qui peuvent être des sites à visiter là, si jamais vous cherchez du câble spécifique. Ensuite, vous trouvez des distributeurs locaux pour trouver où vous procurer les câbles en question. Maintenant, si on fait une comparaison entre RS232, 423, 422 puis 485, c'est quoi les grandes différences entre chacun? Donc, premièrement, chacun des caractéristiques. Est-ce que c'est différentiel ou non? Donc, RS232, non, hein, c'était vraiment comme un TX, un RX, puis les fils étaient vraiment individuels. Le 423 non plus. Le 422, oui, il est différentiel. Le RS485, oui aussi, il est différentiel. Donc, le nombre maximum de transmetteurs-récepteurs, ben, RS232, c'est point à point, hein, c'est un transmetteur, un récepteur. RS423, c'est non différentiel, puis il est multi-drop qu'on appelle. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a un transmetteur et plusieurs récepteurs possibles. Même chose pour le RS422, hein, il y a un transmetteur et plusieurs récepteurs possibles, sauf que lui, il est différentiel en plus. Et finalement, le RS485, lui, permet d'avoir du semi-duplex, puis il est 32-32, donc il peut avoir 32 transmetteurs et 32 récepteurs. Donc lui, il est multipoint qu'on appelle. Donc on peut avoir des transmetteurs et récepteurs partout sur le bus de communication, ce qui le rend vraiment, c'est d'ailleurs pourquoi il est si intéressant. Donc les topologies point à point pour RS232, on a deux qui sont multidrop, comme on a dit, donc ceux qui ont un transmetteur et plusieurs récepteurs possibles, et finalement le 485 qui est multipoint là, dans les deux sens à plusieurs endroits. Au niveau des distances maximales, donc RS232, on est capable d'atteindre 15 mètres, puis on va voir les vitesses sont plus faibles. Au niveau du 423, 422, puis RS485, les trois, c'est la même chose, 1,2 km au maximum. Les vitesses maximum à 12 mètres. Puis là, ça va faire une différence d'avoir un lien différentiel. Bon, au niveau du RS232 à 12 mètres, on est capable d'aller jusqu'à 20 kbps par seconde. Au niveau du 423, 100 kbps par seconde. Puis au niveau du 422 et 485, on est capable d'atteindre le 10 mégabits par seconde dans les deux cas. À la distance maximum, ben là, au niveau du RS232, entre parenthèses, parce qu'en théorie, ce n'est pas vraiment possible de toute façon, c'est 1 kbps par seconde. Au niveau du 423, même si c'est quand même spécifié, au niveau du 423, c'est 1 kbps par seconde. Au niveau du 422 puis du 485, on est capable d'atteindre à cette distance-là du 100 kbps par seconde. Bon, la résistance d'entrée des récepteurs de 3 à 7 kΩ pour les RS232, plus grand ou égal à 4 kΩ pour le 423, même chose pour le 422, puis finalement pour le RS485, comme on a vu, c'était plus grand ou égal à 12 K. L'impédance de sortie au niveau du lien de transmission, au niveau de RS232, c'est 3 à 7 kΩ. Donc ici, on avait vu en plus, c'était même pas terminé ces signaux-là, sur une petite distance de même. 423, c'est 450 ohms. 422, c'est 100 ohms. Puis le RS485, c'est 54 ohms. Au niveau de la sensibilité d'entrée, RS232 va faire la détection des signaux plus ou moins 3 volts. Puis 423, c'est plus ou moins 200 millivolts. En fait, pour les trois technologies suivantes, c'est plus ou moins 200 millivolts au niveau de la réception. L'étendue des signaux d'entrée, on peut rencontrer jusqu'à 15 volts, plus ou moins 15 volts sur le RS232, plus ou moins 12 volts sur le 423, plus ou moins 10 volts sur le 422. Puis le 485, ça peut varier entre moins 7 et 12 volts, les signaux qu'on va percevoir. Les tensions de sortie minimum que doit fournir le transmetteur avec une charge, plus ou moins 5 volts pour le 232, plus ou moins 3,6 volts pour le 423, plus ou moins 2 volts pour le 422, puis plus ou moins 1,5 volts pour
le 485. Donc, on voit bien là, la dominance là, du RS-85 par rapport aux autres, là, les distances, les débits, mais aussi le fait que c'est multipoint avec, dans les deux sens, plusieurs masters possibles sur le RS-485. C'est probablement la grande force de cette norme-là, ce qui a fait qu'elle s'est beaucoup plus imposée dans le monde industriel. D'ailleurs, ce que j'appelais l'obsolescence dans la présentation du début, est-ce que Ethernet va remplacer éventuellement le RS-485? Parce que naturellement, dans la domotique, on voyait beaucoup de RS-485 à l'époque, par exemple pour la gestion de la température et ces choses-là. Aujourd'hui, on voit les modules sont disponibles avec le contrôle par IP, la communication IP, donc Ethernet, qui fait en sorte que on pourrait se demander, mais est-ce que ça va continuer d'exister le RS-485? Donc, la réponse, c'est oui. Donc, pourquoi est-ce que RS-485 va continuer à être utilisé? D'abord, première chose, Ethernet, c'est quand même un protocole complexe et dense. Donc, dans plusieurs types de modules, ce n'est pas vraiment possible d'implémenter le protocole Ethernet à l'intérieur. RS-485 est très accessible. On va le faire en quelques lignes de code parce que naturellement, on n'a pas encore le protocole, là, mais juste à la base, là, la liaison de type Ethernet est beaucoup plus complexe à gérer que celle du RS-485. Ensuite, ben, en industrie, c'est encore très utilisé le RS-485 de par les propriétés qu'on peut utiliser, mais aussi les distances qu'on peut obtenir. Donc, on ne peut pas oublier que le Ethernet, sa distance par rapport au cuivré, c'est centaines de mètres, tandis que RS-485 nous permet d'aller jusqu'à 1,2 km de distance, ce qui est beaucoup plus intéressant. Mais bon, quand même, au niveau de la domotique, c'est vrai que Ethernet a pris énormément de place par rapport à ce qu'avait RS-485 dans un passé pas si lointain. Si on passe au système, autant là, comme ici, là, de gestion de l'accès avec les vidéosurveillance, tout ça, qui sont maintenant combinés, parce qu'avant, naturellement, on avait notre système de gestion des portes qui était sur RS-485, puis on avait vidéosurveillance qui était sur un réseau séparé. Maintenant, tout est convergé vers le réseau informatique. C'est très pratique parce que les réseaux informatiques avec, par exemple, des switches Power over Ethernet arrivent à alimenter les modules qui sont distants, les caméras, les modules de porte, tout est alimenté à même la switch. Ça n'empêche pas que les automates, là, ce qui est utilisé dans l'automatisation en industrie, c'est RS-85 qu'on va rencontrer pour interconnecter les modules de façon le plus fréquent encore aujourd'hui. Pour la démonstration aujourd'hui, on va utiliser un capteur de mouvement. Bon, j'utilise celui-là, c'est pas, on ne va pas utiliser en fait le capteur comme tel. Ce qu'on va utiliser sur le module, c'est son LED parce qu'on va transmettre l'état d'un bouton de notre Arduino Micro vers le capteur de mouvement. Puis quand on va appuyer sur le bouton, la lumière sur le capteur va allumer. Donc, va refléter cet état-là. Naturellement, l'information va être communiquée par le port de communication RS485. Le lien de communication RS485 qui va être en fait notre UART, puis avec le module SN75176. Je vais quand même faire une analyse du schéma du module qui est utilisé, juste pour qu'on comprenne l'électronique en arrière de tout ça. On va ensuite parler de la liaison qu'on va faire là, entre notre UART et le ATmega 32U4. Ensuite, on va faire le code de démonstration dans Atmel Studio. Donc, si on regarde le 115 176, premièrement, tout de suite, on arrive ici dans l'application, on voit Low Speed RS485. On voit qu'il ne va pas jusqu'aux 10 mégabits par seconde qui était dans la norme. Donc, dans ce cas-ci, c'est quand même spécifié. Donc, ce n'est pas le meilleur. Si on veut se rendre à 10 mégabits par seconde, il faudrait utiliser la version B. Ensuite, si on regarde rapidement les spécifications, bon, il est complètement compatible avec TIA 422 aussi. Il permet de faire la communication multipoint. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est important de regarder? Bon, l'impédance d'entrée est d'au moins 12 kΩ, donc il respecte la norme RS485 par rapport à ça. Sa sensibilité d'entrée est de plus ou moins 200 mV. Il y a un hystérésis, comme on se rappelle, ce n'était pas obligatoire, mais dans ce cas-ci, il y en a un, 50 mV, qui, qui est fourni. Donc ici, on voit là, les principales caractéristiques sont respectées. Un peu plus loin, on peut se rendre qu'il est capable d'alimenter nos 32 modules sans trop de problèmes. Dans ce cas-ci, naturellement, en supposant qu'on est tous 12 kΩ ou plus, si jamais on était des huitièmes de tout ça, naturellement, on serait capable de mettre plus de modules.
Au niveau du fonctionnement interne, ben, ce qu'on a, c'est les liaisons A puis B. Vous vous rappelez tantôt le VA, VB, c'est la même idée, là, on va tout le temps montrer ça de cette manière-là. Ici, l'illustration du Schmitt-Trigger au niveau de la réception, là, pour vous montrer qu'on a un hystérésis au niveau de la réception. Donc, on a un signal de réception qui va aller sur notre RX de notre user. Notre D va être relié à notre TX de notre user. Puis, on a les signaux DE, RE qui sont en fait des enables reliés au transistor, donc au gate, là, qui vont soit en transmission, soit en réception. Bon, on voit que RE est actif bas, puis que la transmission, le data transmit, lui, il est en actif haut. Donc, c'est intéressant parce que c'est l'état inverse. Donc, finalement, ces deux-là, on va les court-circuiter ensemble, puis on va contrôler un seul signal. Bon, on peut voir que si on a le signal D et que le DE est à on, notre signal va être propagé ici sur AB. Et AB ici va être reçu par notre signal si jamais notre RE est à 0. Si on regarde plus en détail le SN 75-176, donc ici on a la puce elle-même, c'est juste un 8 broches. Donc d'un côté on a le R, le D, puis les deux signaux du centre. Donc moi on va voir sur le montage ici, je les ai court-circuités ensemble. R sur mon RX, puis D sur mon TX de mon user. De l'autre côté, on a VCC puis Ground pour l'alimentation, puis nos signaux A puis B, qu'on va essayer de relier correctement là, au A puis au B par rapport au capteur. Donc ici, vous avez un détail par rapport à chacune des signaux. Donc ici, ça nous dit exactement c'est quoi. Puis finalement, les zones d'opération qui sont recommandées, ici on voit que l'alimentation de ce système-là, c'est 5 volts. Donc il faudrait faire attention si on voulait l'utiliser par exemple avec un ESP32 ou un Raspberry Pi, c'est 5 volts les signaux ici là, qui sont impliqués, ce qui veut dire que nos sorties logiques à la sortie vont être 5 volts aussi. Donc c'est pas recommandé sur ce type d'équipement-là qui sont pas capables de supporter du 5 volts à leur entrée. Donc, ça ne serait pas une bonne puce. Ça, c'est une bonne pour un microcontrôleur qui est alimenté à 5 volts et qui fonctionne avec des niveaux de 5 volts. Au niveau des tensions électriques, plus ou moins 0,2, donc on respecte notre 200 millivolts au niveau de la sensibilité à l'entrée. L'hystérésis est de 50 millivolts, donc il devra faire un déplacement de 50 millivolts minimum de différence entre les deux pour éviter de faire plusieurs déclenchements. Donc ici, vous avez le LED qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc il y a un LED pour le power, puis qui est en rouge, puis le PD7 qui est relié au LED qui est ici, qui va nous permettre d'afficher l'état de notre bouton qu'on va transmettre par le lien de communication. Sinon, on a le module SN75-176 ici, le connecteur à vis, comme on disait, sont illustrés là, dans le cuivre, le A et le B. Donc, on va essayer de respecter la connectivité. Là, comme on peut voir, mon A est relié au fil jaune. Ici, j'utilise l'alimentation de ma connexion série USB, mais je n'utilise pas les pins de communication. Là, je les ai mis sur des pins qui sont en entrée en ce moment. Donc, ça, c'est pour le module qu'on va utiliser. Comme on disait, là, tout ce qui nous intéresse, c'est la LED. Le module, actuellement, il est programmé pour faire une interrogation à toutes les 100 millisecondes. Il va faire une interrogation vers le Arduino Micro. Donc, aujourd'hui, notre Arduino Micro va être un esclave qui va recevoir cette interrogation-là et qui va y répondre par une trame qui donne l'état du bouton. Les trames, c'est comme d'habitude, c'est pas très compliqué. Les chevrons de départ et de fin plus petits, plus grands. La commande 0 qui correspond à l'interrogation. Donc, quand on va recevoir la commande 0, on va répondre à l'interrogation. Puis notre réponse, ça va être chevron de départ, état du bouton, chevron de fin. Aussi simple que ça. Si on regarde au niveau du montage, tout ce que j'ai fait, c'est mettre un bouton qui s'en vient ici sur la broche. Je ne me rappelle plus laquelle, on va regarder le schéma à côté. Puis j'ai la communication TX-RX, encore une fois, qui s'en vient sur mon SN75-176, sur lequel j'ai la pull-up, la pull-down et le court-circuit sur la broche centrale qui, elle, est connectée à PB0 de mon Arduino Micro de ce côté-ci. D'ailleurs, si on regarde, ça c'est mon schéma de montage qui est à peu près disposé comme le montage lui-même. On a notre bouton qui s'en vient sur PD1, je ne m'en souviens plus c'était lequel, PB0 qui est relié là, avec notre direction, notre choix de direction, RXCX qui sont reliés correctement là, sur nos deux broches ici.
puis A, puis B qui sont ici. Donc là, on se souvient, notre A, nous, il doit avoir le signal jaune. Donc tantôt, il faudra se rappeler que le jaune doit être à droite sur le montage, puis le vert à gauche. J'ai aussi la résistance de terminaison qui est, comme je disais, j'ai un peu triché. Si on revient au montage, donc dans ce cas-ci, j'ai placé deux résistances de 220 parce que c'est ça que j'avais. Ça me fait une résistance de 110. Donc ça devrait quand même donner des signaux acceptables. Maintenant, si on regarde le code, bon, au niveau du code, c'est pas très compliqué. On va revenir là-dessus. Donc, j'ai fait des fonctions qui ressemblent un peu à celles qu'on s'était faites pour le UseArt. Donc, j'ai un RS485 init qui prend le baud rate qu'on veut puis la fréquence de fonctionnement de notre module. J'ai ensuite l'initialisation du bouton. Puis ici, ça dit si j'ai reçu des données de mon RS485, ben, faire la segmentation, si vous voulez, de ça, donc le traitement de la donnée reçue en fonction de la dernière, de la donnée la plus, celle qui est disponible en ce moment. On va voir là, en ce moment, dans la démonstration, je fais tout dans des boucles d'attente. On fait ça quand même assez simple pour cette démonstration-là. Je ne voulais pas rendre ça complexe. Donc, si on s'en vient au niveau de l'initialisation, première chose que je fais, on viendra sur le define plus en détail. D'ailleurs, ben, je pense que si je mets juste mon curseur dessus, on peut le voir. Ici, c'est de mettre PB0 en sortie. Je mets PB à 0. Donc, son état par défaut, ça va être en réception pour le moment. Ici, je calcule la vitesse baud rate qui est demandée. Donc, c'est un peu comme on avait avant. Donc, c'est la configuration de notre user. J'active la transmission et la réception et parce que je vais recevoir et transmettre dans cette démonstration-là. Et je n'active pas les interruptions parce que, comme je disais, on va utiliser des boucles dans cette première démonstration. Pour la fonction RS485 available, ben, tout ce que je fais, c'est de tester est-ce que RX complete, le bit est à 1. Si oui, je retourne un 1. Donc ça me retourne vrai si j'ai une donnée qui est prête à être lue. On se rappelle, ce bit-là va être effacé, remis à 0 si jamais je vais faire une lecture du registre. Donc, la fonction RS485 read, tout ce qu'elle fait, c'est retourner UDR1. Puis, dans ce cas-ci, ça va remettre à 0 le bit. Donc, la prochaine fois que je vais revenir, ça va redevenir à faux. Ça, c'est pour init, available, puis read. Donc, ici, on a toutes les fonctions. Maintenant, on va regarder au niveau du protocole de communication. Au niveau de la gestion des données reçues. Donc, la fonction parse rxdata qui traite chacun des octets au fur et à mesure qu'on l'appelle, qui va être en fait un branchement en fonction de l'état actuel de la communication. L'état de la communication peut être soit wait, rx payload ou validate. Donc, on voit wait ici là, pour l'état, un des états possibles. Tout ça est dans une énumération ici au départ. Donc, j'ai fait une enum wait, rx payload, puis validate. Je commence à wait. J'ai aussi, tiens, vu qu'on est ici, la variable rx payload qui va conserver l'octet reçu dans ce cas-ci. Ce n'est pas un tableau, c'est juste un octet. Bouton init qui active la pull-up sur PD1. Bouton qui va retourner 1 si jamais mon bouton est appuyé, donc parce qu'il est actif bas, mon bouton. Bon, j'ai Bold Prescaler ici que j'aurais pu utiliser pour faire mon calcul, mais je pense que je n'ai pas utilisé. Puis finalement, ma définition pour mettre, comme on disait, le PB0 en sortie. Ensuite, il y a l'autre macro pour gérer la pin DE, ici avec bon, une affectation comme je vous avais déjà montré, qui permet, bon, d'abord, dans un premier temps, on met le bit à 0 de façon temporaire dans notre calcul. Ensuite, on fait un OU. Si A est à 1, ben, naturellement, ça va faire un OU à 1. Sinon, ça va faire un OU à 0. Et ainsi de suite. Ce qui va en sorte que ben, si j'ai A qui vaut 0, mon bit correspondant devient à 0 et sinon, ben, j'ai 1. C'est quand même assez simple comme traitement. Ça nous permet de faire une macro là, plus lisible que de faire les masques à même le code. Donc ici, mon état d'attente, si je reçois le chevron de départ, je change mon état pour dire RX payload. La prochaine fois que je reviens, si je suis en RX payload, je récupère la donnée reçue. Prochain état, c'est validate parce que dans ce cas-ci, j'ai tout le temps un payload de 1. On verra un protocole plus complexe quand on verra Modbus.
Et ensuite, on s'en va dans l'état Validate. Dans Validate, on vérifie que le chevron de fin est bien présent. Dans tous les cas, qu'il soit présent ou pas, on va s'en aller dans le prochain état qui va être Wait. Si c'est le cas, donc si on a le chevron de fin correct, on vérifie est-ce que mon payload c'était 0, est-ce que la commande reçue c'était 0? Oui. Dans ce cas-ci, on lui demande notre état, on va le retourner. Chevron de début, état du bouton, chevron de fin. C'est tout. Au niveau de la fonction write, la fonction write, ce qu'elle fait, ici, elle reçoit la donnée. Première chose qu'elle fait, c'est mettre le module 75-176 en sortie. Donc, on met notre signal à 1 pour le contrôle. On s'assure que notre registre de transmission est vide, au cas où, mais c'est vraiment juste une sécurité. En théorie, c'est bien utilisé, ça n'arrivera jamais. Ensuite, on met la donnée à l'intérieur. Et puis là, faites très attention. C'est là qu'on va faire une petite erreur. Donc, vous vous souvenez que jusqu'à date, avec le UART, on utilisait justement, est-ce que le registre de transmission est vide? Mais il faut se souvenir qu'on a un double registre au niveau de la transmission et de la réception par rapport à notre user dans le AVR. Ce qui veut dire qu'il va être empty alors qu'on n'a pas encore fini d'envoyer les données sur le bus de communication. Mais ce que ça veut dire, c'est que si jamais je décide de ramener mon signal de direction à 0, alors que je n'ai pas fini de transmettre mes données, ben, ça va être interrompu, puis mes bits ne sortiront pas. Donc, faites très attention. Maintenant, le bit qu'on va vouloir tester dans notre boucle de fin, c'est de s'assurer que TX complete est fait. Donc, TX complete devient 1 une fois que la donnée est complètement shift out, donc elle est décalée complètement en sortie. Il faut faire aussi attention parce que ce bit-là ne redevient pas tout seul à 0. Donc, si on utilisait l'interruption à toutes les fois qu'on irait dans l'interruption de fin de transmission, le bit redeviendra 0. Mais vu qu'on ne le fait pas en interruption, dans ce cas-ci, très important, on met un 1. On écrit à 1 sur ce bit-là en particulier, puis ça va clear le bit, ça va le remettre à 0 pour la prochaine fois faire la détection de fin correctement. Donc, si vous enlevez cette ligne-là, vous ferez l'essai, vous allez voir, ça va transmettre peut-être le début, mais vraiment pas la fin. Une fois qu'on a terminé, ben, on abaisse le signal de contrôle pour revenir en réception et c'est tout. Donc ici, vraiment, la grosse difficulté, c'est juste de faire attention puis d'utiliser le bit de fin de transmission maintenant au lieu de empty register. Donc, faites très attention à ça. Ça va être d'ailleurs le défi quand on va le faire en interruption, de bien utiliser aussi ce bit-là. Donc ça, c'est pour la transmission, la réception, tout est fait. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va télécharger ça dans notre Arduino Micro, on va interrelier, puis on va vérifier à l'oscilloscope les signaux et le fonctionnement. Donc, je vais juste m'assurer que c'est bien chargé à l'intérieur. Donc on se souvient, le jaune allait sur le A, donc à droite, et le vert sur le B à gauche. On va juste interconnecter tout ça. Là, ici, je mets le petit module qui communique maintenant par RS485. Si j'appuie sur le bouton, on peut voir le LED qui suit bien l'état. Donc ça, c'est intéressant, mais ça pourrait être aussi intéressant de regarder de quoi ont l'air ces signaux différentiels et le signal de transmission de base. Donc sur le montage, j'ai ajouté 4 sondes. Donc j'ai une sonde qui est accrochée ici pour le canal 1 sur le signal B. Ensuite, j'ai des sondes qui sont sur RX, TX et finalement le signal qui contrôle la direction sur le chip RS485. Donc, si on regarde au niveau de notre signal ici B qui est en bas, on peut voir le signal naturellement autant en TX qu'en RX parce que lui, ben, c'est le lien qui est partagé. Ici, en bleu, ben, c'est le signal qui est reçu, donc le signal qui nous est envoyé par le module dans lequel on a l'interrogation. Donc 3C qui est le chevron de départ, 3E qui est le chevron de fin, et ici on a 0 qui est la commande reçue. Donc ici, je vais ranger le rafraîchissement pour que les signaux soient mis à jour. Donc là, on peut les voir se mettre à jour. Et puis, on a notre réponse. Notre réponse, pour le moment, le bouton n'est pas appuyé. Donc, chevron de départ, état du bouton, chevron de fin. Si je change l'état du bouton en appuyant dessus, naturellement, on voit le bit s'activer.
Puis on voit le bit s'activer autant sur notre transmission, notre signal de transmission qui est ici en rose, et le signal de transmission différentiel qui est en bas ici. En vert, c'est notre signal enable. Donc, pour chacun des octets qui sont envoyés, il y a le temps de retourner à 0 temporairement, puis ensuite de revenir à 1 pour le long de la transmission. Qu'est-ce qui arrive là, si jamais, comme on disait, on va dans le code, puis on retire euh, le test, ou si on faisait le test, par exemple, sans remettre à 0 notre code ici, je vais vous montrer tout de suite l'effet que ça va avoir au niveau de la CSK. Donc ici, on peut voir là, presque instantanément, naturellement, au premier coup, on aurait eu notre pulse correct, mais là, le pulse n'est pas du tout correct. Puis on peut voir là, notre transmission à nous, à partir du Arduino, mais c'est vraiment tout croche parce qu'il y a deux pulses rapides pour le enable, alors qu'on n'a même pas fini de transmettre parce qu'il vient se cascader un par-dessus l'autre, puis il n'a même pas fini de faire ces transmissions de données. Donc, ça ne fonctionne pas du tout. Au niveau du lien de transmission, naturellement, maintenant, là, c'est n'importe quoi. Là, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Nous, c'est sûr que notre signal rose, là, il est bien interprété, mais au niveau du signal différentiel, là, c'est n'importe quoi qui est reçu. Et d'ailleurs, on peut voir ici, ça donne quelque chose de particulier sur notre signal. Bon, maintenant, si on abaisse ça, on remet ça comme il faut. Donc ça, c'est revenu comme c'était précédemment. Une chose qui est intéressante de voir, c'est au niveau de notre réception. Pendant qu'il est enable, hein, il n'y a rien qui est reçu. Donc ça va quand c'est bien fait. Naturellement, on n'a pas de signaux reçus. Une chose qui peut être intéressante de faire, c'est, avant de terminer, ça serait par exemple de mettre nos deux sondes sur les signaux différentiels. Donc maintenant, j'ai ajouté sur le canal 4 le signal A. Donc on a A puis B. Puis ici en blanc, ce que j'ai fait, c'est mathématiquement le A moins B. Puis là, ben, c'est intéressant de voir que ça correspond au signal reçu et au signal transmis. Naturellement, celui-là en bleu, ça correspond à la transmission qui est faite par le module. Puis on peut voir là, que les impulsions sont exactement les mêmes. Donc quand on fait l'opération mathématique, naturellement, à ce moment-ci, si on enlève aussi les résistances de terminaison, l'effet est quand même minime. Puis, ben, comme on a dit, la raison, c'est que nos lignes de transmission sont tellement petites que ça ne fait pas vraiment de différence d'avoir ou pas des résistances à ces distances-là. Mais ça aura un impact quand on aura des lignes de transmission beaucoup plus longues. C'est maintenant tout pour aujourd'hui. Donc, vous avez vu, c'est pas très compliqué d'utiliser le RS485. C'est à peine un petit peu plus de travail que d'utiliser le user pour maintenant contrôler la direction. Le véritable défi, ça va être au niveau du protocole. Dans ce cas-ci, on a utilisé un point à point. On est allé très simplement. On n'était même pas obligé d'utiliser des chevrons de départ et de fin. C'était juste par principe que je les ai mis pour qu'on ait un semblant de protocole de communication. Dans une prochaine vidéo, on va s'intéresser au protocole Modbus comme modèle pour éventuellement avoir multipoints, donc plusieurs modules. Donc, on va avoir là-dedans un système d'adressage avec une définition claire de comment faire l'interrogation de nos modules à partir de notre maître. Dans ce cas-ci, le Modbus, on verra, c'est un maître unique. Il existe aussi des protocoles qui permettent, parce que le RS485 le permet aussi, d'avoir plusieurs mètres sur le bus de communication. Donc, il y a des protocoles qui supportent ça. Dans notre cas, à nous, on va fonctionner avec le Modbus avec un seul master. C'est donc un rendez-vous dans une prochaine vidéo.